Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou. Et pourtant, ce sujet est la préoccupation principale des Français, surtout en ce moment. Un sujet qu'il faut absolument aborder. Il s'agit de l'argent. Aujourd'hui, on va parler argent. Et oui, ce n'est pas que j'ai un problème de parler argent, mais je n'aime pas, surtout en France, parce qu'il y a toujours ce conflit et ce rapport toxique avec l'argent. Alors oui, j'en parle avec des personnes en investissement, business et tout, j'ai aucun problème avec ça, mais il se trouve que c'est pas avec n'importe qui, car ça crée beaucoup de réactions émotionnelles. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous des conseils sur l'argent, mais non pas juste des généralités qu'on voit dans tous les livres sur l'intelligence et l'indépendance financière et sur la liberté financière. J'ai envie de partager une vraie expérience terrain de ce que j'ai changé au fil des années dans mon rapport à l'argent, notamment les 15 dernières années notamment, parce que oui, il y a les enjeux de peur du manque, de rapport toxique à l'argent en le voyant comme le mal, de syndrome de l'imposteur, difficulté à être payé, de culpabilité, d'anxiété aussi financière, de jamais réussir à arrêter, se dire il faut toujours que je sois dans l'action, si je me repose c'est des opportunités que je perds, le rapport estime de soi est revenu dans les hauts et les bas, surtout chez les entrepreneurs, quand la boîte va bien on est au top de la confiance et surtout de l'estime de soi, et quand ça va moins bien ou quand on perd beaucoup d'argent, on a l'impression d'être complètement nul, on se compare aussi beaucoup aux autres, et il y a toutes les peurs cachées derrière dont je vais parler. Donc vous savez, ce rapport à l'argent, il inclut plein de choses, et souvent on l'aborde pas directement, on aborde oui, mais comment gagner plus d'argent, investir, créer sa boîte, etc. On le voit partout, mais on n'a pas toujours les éléments qu'il y a derrière qui permettent de bien le faire. Et je le vois très souvent. Je vois des personnes qui, justement, veulent se développer financièrement, mais qui restent bloquées, qui n'y arrivent pas, parce qu'ils ont encore ces croyances parfois inconscientes. Et je vais en parler ici, parce que moi-même je suis passé par ça, et vous allez avoir des exemples et situations concrètes, et comment, justement, améliorer ce rapport à l'argent. Et j'en profite, vu que c'est le sujet du moment, j'ai lancé un nouveau programme qui s'appelle Money Flow, et dans ce programme, vous avez justement plein d'exercices et un workbook pour rééquilibrer l'harmonie entre le temps et l'argent. Je l'ai vraiment créé pour ceux qui ont toujours l'impression de courir après le temps, toujours l'impression de courir après l'argent, sans jamais avoir l'un et l'autre en même temps, et comment retrouver cet équilibre. Donc ça va surtout être un programme sur l'argent, mais dans la perspective et la philosophie flow tasking, ça veut dire gérer aussi ce rapport au temps, donc jamais sacrifier sa liberté, sa qualité de vie pour l'argent. Allez voir si vous voulez en savoir plus, j'en reparle à la fin, il cartonne depuis le lancement et j'ai vraiment voulu aborder cette approche de l'argent beaucoup plus basée sur la valeur et sur la valeur notamment du temps et non pas juste sur l'argent pur, parce que souvent l'argent, et on va en parler, c'est une conséquence. Mais une conséquence de quoi ? Je vous en dis plus. Déjà, pour vous donner du contexte, moi j'ai jamais vécu dans l'opulence ni dans le manque total. Je peux pas m'inventer une vie, comme beaucoup qui disent qu'ils viennent de milieux défavorisés, et parfois c'est pas le cas, mais en tout cas de SDF à millionnaire, c'est pas trop mon discours. Non, j'ai eu une enfance plutôt agréable et équilibrée. On n'a pas manqué énormément, il y a eu des périodes difficiles, mais j'ai pas non plus été super riche. Donc ce qui fait que oui, il y avait cette valeur quand même de l'argent liée à travailler dur, de faire attention aux dépenses, de quand je pouvais avoir des cadeaux, notamment à Noël. Là, on n'est pas loin au moment où je publie ce podcast des fêtes. Chaque cadeau avait une valeur. Si j'achetais un jeu vidéo, fallait bien le choisir parce que je pourrais pas en avoir plein. Et c'est vrai qu'il y avait ce rapport de oui, l'argent, bon, on n'en manque pas énormément, mais on fait attention. Et surtout, toi, quand tu vas grandir, fais des études et tout pour pouvoir avoir une bonne situation et t'en sortir. Ça a jamais été une obsession, mais ça a toujours été quelque chose qui, oui, était lié beaucoup à l'économie, à la dure labeur, et c'est quelque chose que je respecte et que je cultive toujours, mais d'une vision différente. Parce que rien qu'à la fin de mes études, et parce que moi justement, comme on m'a dit qu'il fallait faire des études pour pouvoir avoir une bonne situation, et puis moi, à l'école ça allait plutôt bien, vous avez vu, moi j'ai pas trop le discours, j'étais nul à l'école et je viens d'un milieu défavorisé, c'était pas le cas, j'estime et j'assume d'avoir été privilégié, dans le sens où j'ai pas manqué et j'ai pu aller à l'école, avoir une bonne éducation. C'est ce qui fait que parfois aussi ce genre de parcours, il met dans une forme de confort. Un confort qui fait que même s'il y a eu des difficultés dans ma vie à cette période, quand j'ai fini mes études et j'ai fait un prêt étudiant pour financer mes études, parce qu'on nous disait si tu veut justement faire de très bonnes études, notamment à l'époque c'était en école de commerce, tu fais un prêt, ça paye l'école et après tu deviens salarié et tu rembourses ton prêt sans aucun problème. Sauf qu'au moment où je suis rentré à l'école, juste quand j'ai fini mon prêt, qui est déjà fait et que je commence les études, on est en 2008 et c'est la crise. Donc ce qui fait que déjà les perspectives à la sortie,
elle changeait énormément au fil des années. Et puis surtout, même moi, j'avais plus envie de devenir salarié. Et j'ai décidé à ce moment, j'ai dit, non, mais peut-être que si je lançais ma boîte, si je me lançais dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai fait des stages dans des startups, j'ai voyagé pas mal pendant mes études, et je me suis dit, mais en fait, le salariat, c'est pas pour moi. Et forcément, quand vous annoncez ça et qu'il y a un prêt qui arrive, le gros stress, parce qu'il faut rembourser le prêt, faut assurer, et puis la famille, bah forcément, ils veulent aussi notre bien et notre indépendance, donc ils disent, bon, Johan, oui, tu peux lancer ta boîte, mais c'est pas bien d'avoir un CDI, de faire de l'expérience, de payer, rembourser ton prêt. Bah non, moi j'ai dit que j'allais après. J'ai commencé pendant les études et je me suis lancé à plein temps dès que j'ai eu mon diplôme, et ça a été la période la plus difficile de ma vie, au niveau financier, je précise. Parce qu'en fait, quand j'ai fini mes études, j'avais plus d'argent, j'avais aussi tout qui avait été payé avec le prêt pour l'école, etc., pour les stages et tout, et du coup, j'ai dû, à ce moment-là, vraiment revendre des choses que j'avais, dont certains anciens jeux vidéo. J'ai dû faire des choix, j'ai dû faire des petites missions pour pouvoir payer, et c'est là que je me suis rendu compte que le conseil qu'on donne souvent, c'est d'économiser, de faire des économies. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un depuis petit qui aimait économiser, qui aimait, dans le sens, je stockais. Ça veut dire que même dans les jeux vidéo, je parlais des jeux vidéo, quand il y avait des jeux, il y avait une gestion de l'argent, notamment que ça soit les RPG où il y avait de l'or ou des pièces d'or, les GTA où on pouvait investir, acheter de l'immobilier et tout, acheter des voitures. Moi, ce que je faisais, c'est que quand j'avais pas beaucoup d'argent sur le compte même virtuel, ça me stressait. J'avais besoin d'avoir beaucoup et du coup, je dépensais pas beaucoup. Et j'étais comme ça dans la vie. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'argent il part, on le voit pas parce que c'est des obligations. Et quand il y a plus rien, en fait, le fait d'avoir juste économisé, les économies, elles peuvent partir. Les économies du jour au lendemain, il se passe un truc, comme là, à la fin des études, stage et tout, j'ai pas vu les choses partir, et t'arrives, et c'est le gros stress. Donc c'est bien d'en avoir, juste de quoi vivre pour les coups durs, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que juste stocker l'argent et juste le mettre de côté, c'est pas ça qui allait me permettre d'avancer dans la vie, parce que cet argent-là, quand il dort, non seulement avec l'inflation, il perd de la valeur, mais en plus, le moindre coup dur, quand il y en a pas assez, quand on est étudiant, on perd tout. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, justement, de toute façon, quand je lançais ma boîte, à comment investir et tout, et me dire, je peux pas dépendre que de ça. Je peux pas dépendre que j'ai à un moment gagné de l'argent, je mets de côté et puis on voit comment ça se passe. Surtout quand il y a un prêt à rembourser, j'avais 1 an pour le rembourser parce qu'après la fin des études, la date butoir, c'est 1 an, le temps de trouver un travail pour pouvoir avoir les mensualités du prêt. Et je me suis dit, j'ai 1 an pour en vivre. Donc ce qui fait que cette première leçon sur le stockage, sur l'économie, sur le réflexe qu'on a, faire comme les écureuils, elle a une limite. Je dis pas qu'il faut vivre au-dessus de ses moyens, on va y revenir juste après, parce que j'ai fait aussi après l'inverse. C'est vraiment de comprendre que peut-être qu'aujourd'hui, on se dit, je gagne tant, j'économise tant, et peut-être que grâce à ça, je pourrais me payer ça, ou que je vais me mettre en sécurité. Mais c'est que la première phase. Parce qu'en fait, il faut que l'argent, il travaille. Il faut que l'argent, il nous permette de pouvoir aussi respirer. C'est comme du souffle. Et ça amène à un switch que j'ai dû faire, c'est que j'avais aussi un blocage à l'époque, c'est que pour moi, l'argent, c'était quelque chose de mal. Ça veut dire que les riches, c'est des mauvaises personnes, que c'est forcément, si je gagne plus, c'est au détriment des autres. J'avais toutes ces croyances que j'avais encore. Et en fait, le problème de ça, c'est que dès qu'on a, justement, surtout quand on commence dans l'entrepreneuriat, besoin d'être payé ou besoin d'utiliser de l'argent, on va toujours le voir comme quelque chose qui se fait, comme une sorte de culpabilité. Et je me rappelle vraiment, c'était en 2012, j'avais eu un entrepreneur à l'époque qui avait vraiment de la bouteille, qui faisait des millions avec sa boîte et tout. J'avais eu une opportunité de le voir dans un événement et je lui ai posé la question comment gérer justement cette difficulté en France du rapport à l'argent, parce que je sentais que moi et l'environnement dans lequel je baignais, ça veut dire la France, que j'avais ce truc de j'ai envie de réussir financièrement, mais j'ai une culpabilité parce que j'ai l'impression que si j'y arrive, je vais me faire taper dessus. Et lui, il m'a dit quelque chose de très pertinent, il m'a dit en fait, peu importe, les croyances, on va pas les changer, mais l'argent est neutre. L'argent, c'est juste une ressource, c'est un outil. Et il dit, moi j'en ai énormément, parce qu'il en avait, il en a encore énormément, et il dit, en fait cet argent, il circule, je le stocke pas, et en fait ça me permet de créer de l'emploi, ça me permet de développer des projets, ça me permet d'améliorer mes produits, et du coup, l'argent c'est juste un amplificateur. Si vous accumulez au détriment des autres, si vous l'utilisez comme outil de pouvoir, comme outil de reconnaissance pour pouvoir que les gens vous aiment, pour montrer, pour avoir l'air riche, pour la cupidité, donc l'accumulation, la radinerie,
Bah forcément, ça, on l'a même quand on n'a pas d'argent en fait. Et ça qu'on dit que l'argent échange les gens, mais en fait, il les révèle. C'est juste un amplificateur. Donc si vous avez déjà des problèmes de manque de reconnaissance, quand vous en aurez plus, c'est ce que font beaucoup de gens. Ils vont acheter des vêtements ou une voiture, un truc pour montrer aux autres. Mais c'est jamais fini. Pareil, la cupidité, on en a jamais assez. La radinerie, je connais des gens qui sont très fortunés et qui ne lâchent pas un centime, même en pourboire. Je suis déjà allé dîner une fois avec un groupe de personnes, il y avait vraiment tous les niveaux de revenus. Je peux vous dire que ceux qui ont laissé les pourboires, c'est pas forcément ceux qui avaient le plus d'argent. C'est vraiment une histoire de rapport à l'argent et d'extension de soi-même, de ses propres valeurs. Et le fait de casser et de comprendre que finalement l'argent c'est un amplificateur, c'est neutre de nos valeurs, ben moi ça m'a débloqué au fil des années parce que je me suis rendu compte que mes valeurs que j'ai et mon éducation que j'ai eue, ben en fait l'argent ça va juste être un outil pour pouvoir l'exprimer. Un outil, si j'ai envie de transmettre, j'aurai plus de moyens pour transmettre. Donc à l'époque, j'ai pu investir dans du matériel pour commencer à diffuser du contenu, j'ai pu commencer à faire des événements, j'ai pu aussi également, depuis vraiment le tout début, je verse une partie pour une asso qui s'appelle Plan France pour justement aider les jeunes filles à avoir des meilleures qualités de vie et éviter dans les pays où on les exploite, etc. Enfin, ils font vraiment beaucoup d'actions sur l'éducation, sur la qualité de vie, etc. De certaines zones défavorisées, surtout auprès des jeunes filles. Et est-ce que c'est vraiment leur positionnement, mais c'est pas que, il y a aussi les enfants de façon globale. Et du coup, j'avais commencé à mettre dedans. Au début, c'était une petite somme, et puis ça a grandi en petit pourcentage. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était ok. C'est que en fait, l'argent, quand je le gagnais, je faisais ce que je voulais avec. Mais là, il est arrivé un autre problème. C'est que justement, comme j'en avais jamais vraiment eu beaucoup pour moi, quand j'ai commencé à vraiment en gagner beaucoup, et le truc, c'est que quand j'ai cassé cette croyance, je suis parti un peu de l'autre côté. C'est pour ça qu'on apprend. C'est que j'ai commencé à acheter beaucoup de choses, parfois inutiles. Quand on est dans la vingtaine, et que dans l'entrepreneuriat, on commence à gagner beaucoup d'argent, c'est là qu'on peut faire aussi pas mal d'erreurs. Et ça, on passe tous par là, si on n'a pas été éduqué financièrement justement, et du coup, je dépensais plus que parfois l'argent rentrait, et parfois l'erreur que je faisais, c'est que je me disais, je dépense, mais de toute façon, comme l'argent c'est du flux continu, je vais acheter un truc, et puis l'argent va arriver le mois suivant. Je me rappelle, il y a une année où j'ai changé d'ordinateur, j'ai acheté un MacBook et j'avais payé 2000 euros cash et en fait j'espérais que ce mois-ci il y ait plus de 2000 qui rentrent, c'est vraiment au début, c'est déjà énorme pour assurer ça. Donc c'est passé parce que ça m'a mis un coup de pression, ça m'a fait me dire ok, tu as ça qui est sorti donc va falloir le payer. Mais le truc c'est que ça a des limites. C'est qu'un jour, l'argent, quand on dépense l'argent qu'on n'a pas, un jour, il arrive que cet argent n'arrive pas. Un impayé ou un coup dur, etc. Et puis surtout, on se rend compte qu'on ne s'enrichit pas. C'est que j'augmente mes revenus, mais j'augmente mon niveau de vie. Donc finalement, le vrai problème, c'est que je suis dans le même problème que j'avais au début avec juste l'économie, qui est que même si je gagne plus, je dépense plus, mais je m'enrichis pas vraiment réellement. Le seul truc sur lequel j'ai aucun regret, c'est par exemple les voyages, les expériences, ça c'est des souvenirs, surtout quand on les fait jeunes, ça j'ai envie de dire, il y a jamais de regret à avoir sur les expériences. Parce que ça en fait, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour avoir voyagé et tout. Donc ça pour moi c'est une bonne chose. Mais par contre, parfois j'achetais des geekeries, des choses, j'ai parlé des jeux vidéo. J'ai tellement toute ma vie dit c'est un jeu où tu peux pas tout avoir que dès que j'ai pu avoir l'argent, j'achetais tous les jeux que je pouvais et auxquels j'ai jamais le temps de jouer. Donc du coup, on se rend compte qu'il y a une limite aussi, qu'il y a en fait c'est pas comme ça que ça marche non plus. Donc comme quoi, je vous dis en toute transparence, j'ai appris par les extrêmes et ce qui fait que on finit par trouver un équilibre et que là je me suis dit ok, pourquoi j'accumule comme ça aussi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les deux cas, que ça soit l'économie ou la grosse dépense, il y avait toujours une même peur qui revenait. Et cette peur, c'était la peur du manque. C'était en fait que quand j'avais de l'argent, je stockais comme un écureuil, pas forcément de l'argent, mais des choses en me disant quand j'aurai plus, au moins je les aurai. Mais en plus, quand j'en avais pas, je stockais comme un écureuil aussi. Donc dans les deux cas, j'avais peur qu'un jour, quand j'ai plus d'argent, j'arrive pas à remonter la pente. Donc ça, c'est une vraie révélation, c'est que ça illustre ce que j'avais dit, c'est que si vous avez des peurs et des blocages, ça va juste être amplifié. Et ça s'est manifesté plus tard dans l'entrepreneuriat. Le fait de jamais réussir à faire des pauses. Tout le temps être à flux tendu en se disant, même si j'ai de la trésor et tout, alors quand le business va moins bien, on travaille énormément en se disant, il faut bosser beaucoup pour relancer la machine. Et quand il marche bien, on se dit, il faut encore plus bosser, parce que comme ça marche bien, il faut assurer le futur et profiter de cette phase pour anticiper la suite. On est tout le temps en tension, même quand c'est imaginaire. Dans Moneyflow, j'en parle énormément de ce truc d'être tout le temps à flux tendu et de culpabiliser qu'on bosse pas et de
de pas réussir à faire de pause. Et ça, en fait, je me suis rendu compte ça plus tard dans l'entrepreneuriat. C'est que mon modèle économique, peu importe le niveau du business, j'avais tout le temps ce truc de faire plus et de m'épuiser. Et ça, c'est aussi, c'est un danger parce que, en fait, on ne se repose jamais. On est tout le temps en stress. On profite plus de l'instant présent. Je pouvais même partir en voyage avec des amis, mais j'étais tout le temps en train de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je pourrais faire dans le business, penser, etc. Alors oui, les entrepreneurs, je pense que ça doit vous parler, on est tout le temps en train d'innover dans nos têtes, tout le temps en train de penser à des idées, des projets, mais il y a une limite, il y a des moments où il faut quand même qu'on se repose, il y a des moments aussi où c'est ces temps de pause, de ralentissement et tout, qui nourrissent la créativité. Donc ça aussi, je l'ai appris à la dure. Parce que oui, on peut réussir des lancements, mais on peut aussi les foirer. On peut avoir des gros coups, comme on peut avoir des coups durs. Et ce qui fait que il y aura toujours des hauts et des bas dans l'argent. Et ça, c'est extrêmement important de non seulement changer ce rapport personnel, donc émotionnel, comprendre au niveau des émotions, qu'est-ce qui fait que ça se passe. Je vais vous parler vraiment des peurs qui reviennent tout le temps, et des émotions qui reviennent tout le temps, qui créent ces schémas. J'y reviens. Mais il y a aussi un point, c'est qu'il faut aussi, évidemment, on n'est pas que dans l'introspection, avoir un modèle économique qui permet justement de pouvoir ne pas se créer ce stress, cette anxiété. Surtout aujourd'hui, je sais que contrairement à avant où, franchement, il y a 10 ans, si ça allait pas, on pouvait relancer la machine assez vite. Aujourd'hui, on sait qu'on est à flux tendu, que l'économie est incertaine, que les choses sont beaucoup moins prévisibles, que le marché, il a des hauts et des bas qui sont extrêmement violents. On sait aussi qu'il y a des choses qui peuvent marcher une semaine et plus du tout le mois suivant. En fait, il y a des règles qui ont changé. Certes, on est dans une période qui est plus difficile que ce que ça a pu être il y a un moment. C'est cyclique, l'économie. Mais par contre, on peut assurer un récurrent, une trésor d'avance, etc., organiser son modèle économique pour moins subir ça. C'est-à-dire, au lieu de tout le temps dépenser, investir, et quand l'argent il arrive, comme je faisais, hop, on dépense tout de suite, se dire, ok, sur le plan perso, j'ai une économie qui me permet que si j'ai plus rien qui tombe pendant un moment, j'ai au moins entre 6 et 12 mois à vivre. Dans le business, avoir entre 1, 2, 3 mois de trésor pour se dire que s'il y a un moment où on se prend un gros trou d'air, on assure, on coule pas la boîte. Ça, c'est important de développer ça. Dans son modèle économique, dans la façon de gérer la boîte, d'avoir des revenus qui sont un peu plus prédictifs, même si c'est très difficile dans les affaires. Mais vraiment repenser ça pour se dire, ok, mon modèle, il est peut-être beaucoup plus stable et il m'évite ça. Mais quoi qu'on dira, il y aura toujours de l'insécurité et c'est vraiment un aspect quand même qui est très fortement psychologique parce qu'on a beau dire je maîtrise ces récurrents trésors d'avance, on sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup mieux gérer ses peurs, même dans les décisions. Quand on arrive dans une phase difficile, ne pas perdre les moyens. Parce que l'erreur qu'il y a aussi, c'est que parfois on jauge son estime, et moi ça m'est arrivé, l'estime de soi à son niveau de revenu. Surtout dans mon domaine, où les gens se vantent beaucoup de gagner plein d'argent, d'avoir un super lifestyle, on a l'impression que si à un moment ça va moins bien, on est un total loser. Donc, alors qu'on compare généralement notre arrière-boutique à la vitrine des autres. Donc ça, c'est aussi important de travailler beaucoup plus sur l'estime de soi qui soit décorrélée de ses revenus. Se dire, l'argent que je gagne, c'est juste une symbolique de la valeur que je crée sur un marché dans un domaine. Voilà. C'est purement professionnel. C'est une compétence. C'est ce que je crée comme valeur. Et si ça marche pas, c'est que je dois réajuster, changer ma stratégie. Mais c'est pas ma personne. C'est pas la qualité de ma personne. Ma personne, elle a beau donner le meilleur, elle contrôle pas tous les résultats, elle contrôle pas un marché, etc., un environnement. Par contre, sur quoi j'ai un pouvoir? Donc, il y a ce gros travail de détachement et de décorréler l'estime de soi de ses résultats financiers. Parce que ça, c'est destructeur. Parce que quand on est déprimé, qu'on n'est pas bien, parce qu'on a une période de creux et qu'on remet tout en question dans sa vie, c'est pas viable. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des peurs qui se cachent. Par exemple, la peur du manque, c'est vraiment, on se dit, je vais tout contrôler en faisant plus, mais on profite jamais. Il y a aussi la peur de l'épuisement à l'opposé. C'est-à-dire, je vais m'épuiser, on confond effort et mérite, et du coup, on pense qu'il faut faire toujours plus. Et je vais expérimenter aussi que des fois, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est jamais le niveau d'effort qui va donner un résultat immédiat. C'est plus de la régularité et de l'itération. Être régulier et améliorer, remise en question. C'est jamais gros efforts, super, je reçois les fruits de ma dure labeur. C'est régularité,
Et il y a des fois on donne beaucoup, il y a rien. Il y a des fois on donne rien, on a beaucoup. Mais c'est finalement à quel point on développe de la valeur, on crée de la valeur. Surtout la peur de ne pas être à la hauteur, ça m'a beaucoup aidé à changer la peur du manque. Se dire en fait, si je doute tout le temps ou que je sais que si je perds, je vais pas remonter, bah c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Par contre, si j'accepte d'être justement en capacité, parce que j'ai les compétences, j'ai les savoirs de pouvoir m'en sortir, ça crée une meilleure stabilité intérieure. La peur aussi de perdre sa liberté et qu'on a réussi enfin à avoir cette liberté dont on rêvait, bah, mais en même temps on se dit mais la liberté elle dépend pas aussi des choses extérieures. Une vraie liberté elle doit se cultiver à l'intérieur. La peur du vide, se dire si je fais rien, si j'arrête, si je passe un dimanche sans rien faire, tout va s'écrouler. Mais non, en fait c'est de l'espace de récupération, c'est de l'espace de créativité. La peur de se tromper, si je fais une erreur financière et tout, une analyse, etc. Ben, j'ai envie de dire, l'erreur fait partie du jeu. Le tout, c'est pas de répéter les erreurs, d'apprendre des erreurs des autres, de ses propres erreurs, faire ses tests, et puis savoir mesurer le risque. Et puis il y a aussi la peur de manquer les opportunités. Si il y a tout le temps aujourd'hui, il y a toujours un truc à faire, un investissement, une méthode et tout, et si on rate, c'est fini. Ouais, mais ça, en fait, on ne peut pas. Moi, j'ai remplacé, par exemple, la FOMO, Fear of Missing Out, par JOMO, Joy of Missing Out, la joie de manquer des opportunités. Et me dire, de toute façon, il y en aura toujours partout. Par contre, je connais ma boussole, je connais mes priorités, je sais où je veux aller, et je dois faire en sorte que je vais plutôt me focaliser sur des types d'opportunités. S'il y a des bonus, tant mieux. Mais je suis pas dans cette peur de manquer parce que je me dis, les choses sont justes et je fais et je suis actif au niveau de mon radar pour savoir ce qui est pertinent pour moi. Et ça m'a développé un rapport beaucoup plus apaisé avec l'argent. Et paradoxalement, je vais vous dire, le vrai moment où j'étais plus apaisé, c'est quand j'ai vraiment perdu et énormément. J'ai presque failli tout perdre au niveau du business. Suite à un gros souci de santé et des choix aussi que j'ai fait. Mais bref, ça a été, comme on dit, hein, parfois c'est un enchaînement. Et ce qui fait que finalement, je me suis rendu compte que non seulement il y avait des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes, mais aussi qu'on pouvait se restructurer, repartir, qu'il y a toujours des opportunités, qu'on peut faire aussi des choses pour... Alors en fait, l'argent, on aura toujours des occasions de trouver des moyens d'en avoir. Et ça, c'est un vrai état d'esprit. Il y a toujours des façons de gagner de l'argent. Le seul souci, c'est que on parfois, dans ces façons de gagner de l'argent, on oublie et on se perd dans des façons qui nous usent sur le long terme. On se dit, en fait, parfois, je suis tellement sous pression, tellement sous tension qu'on s'épuise, et c'est là qu'on perd le plus. Alors qu'au final, si on sait que c'est juste une ressource, par contre, le temps, on ne peut pas le perdre, on va plus valoriser son temps. Et vraiment, le rapport apaisé que j'ai eu, c'est quand j'ai remis mon temps en priorité. Me dire, maintenant, je focalise sur mon temps. L'argent m'achète du temps. On dit le temps, c'est de l'argent. Pour moi, non, c'est l'argent, c'est du temps. Si je gagne de l'argent, c'est pour investir, pour gagner du temps, ou pour avoir des meilleures expériences, ou pour avoir justement des moyens, peut-être de le développer, le faire travailler, pour me libérer du temps. Et du coup, je focalise d'abord sur la qualité de vie, sur le temps, sur ce que j'ai envie de faire, sur où je mets mon temps, et l'argent devient une conséquence. Parce que quand je mets mon temps sur la création de valeur, d'opportunités, de choses qui me passionnent, de choses qui créent de la valeur aussi pour le monde, c'est là que je reçois plus. Et quand on arrive à avoir ce pivot, plus une posture de recevoir, d'ouverture, d'opportunité et moins de forcing, de courir après, comme par hasard, c'est là que les choses se débloquent plus facilement. Et c'est le gros message que je voulais vous donner parce que très souvent on donne des approches théoriques dessus, alors même si ces conseils on peut les retrouver parfois, mais je voulais l'illustrer avec l'exemple concret de mon parcours, ce cheminement par lequel je suis passé. Et encore aujourd'hui, oui, il y a des fois où je vais avoir des petites remontées de peur, des choses comme ça, parce qu'on est humain, mais c'est beaucoup moins intense qu'avant parce que j'ai plus d'expérience aussi, et je sais mieux gérer au niveau émotionnel certaines situations, et puis aussi tout simplement et purement, avec aussi même au niveau financier, mieux le gérer parce que on a appris des erreurs. Et pareil, j'ai aussi plus intelligemment commencé depuis des années à investir, à ne pas vivre au-dessus de mes moyens, à réinvestir aussi, à pouvoir savoir aussi déléguer, optimiser les systèmes, comprendre les modèles économiques, mieux comprendre les business pour savoir aussi ajuster, et même quand c'est des nouvelles situations, savoir prendre des bonnes décisions et trouver les bonnes personnes. Tout ça aussi, c'est l'expérience et on la gagne avec. Donc ça, c'est aussi ce rapport, il s'apaise grâce à ça. Mais je peux vous dire que c'est vraiment du
80% d'état d'esprit de gestion émotionnelle et 20% de gestion purement mathématique financière. Et c'est d'ailleurs pour ça que même dans l'investissement, on apprend justement à faire attention à ses émotions. Est-ce que c'est un vrai enjeu? Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment partager ça avec vous, parce que je trouve que c'est des conseils qu'on donne pas assez souvent sous cet angle, et pour moi ce sont les plus importants, plutôt que de juste se dire je veux développer mon intelligence financière ou devenir libre financièrement, ce qui ne veut absolument rien dire, parce que je parle plutôt de développer son intelligence tout court et devenir libre tout court. Et l'argent devient juste un outil pour ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous transmettre. En tout cas, si ça résonne, ça vous parle, Money Flow, je vous recommande de le suivre. Si vraiment c'est un sujet qui vous parle, j'ai voulu vraiment axer sous cet angle. Vous avez les infos et justement le lien dans les notes du podcast pour aller voir. Et sur ma page de programme, c'est Money Flow, il est nouveau. Et du coup, vous avez en plus l'offre de lancement, là, si vous écoutez à temps. Parce qu'en fait, j'ai vraiment voulu amener quelque chose de différent, pas différent pour faire différent, mais plus quelque chose de beaucoup plus axé sur l'équilibre temps-argent. C'est ce qui m'est le plus demandé. D'ailleurs, mes plus gros clients, c'est des personnes qui gagnent plutôt bien leur vie, mais qui sont juste épuisés parce qu'ils font tout, ils portent tout. Donc c'est pour retrouver ce flow, cet équilibre, autant sur le plan personnel, professionnel, mais aussi dans tout ce qu'on a vu, casser un peu ces blocages, mettre en place le bon écosystème, et se développer sur le plan financier, et surtout dans une intention d'épanouissement personnel, jamais au sacrifice justement de sa liberté. Donc allez voir ça, et puis j'espère que ces conseils d'expérience ont pu résonner et trouver justement un écho après avoir tout partagé de façon un peu plus vulnérable, parce que c'était important pour moi aussi de sortir un petit peu des modes automatiques des conseils sur l'intelligence financière, et de vous apporter quelque chose de plus profond et de plus puissant, parce que c'est vraiment dans ces transformations profondes que vous allez avoir des déblocages qui seront beaucoup plus, on va dire, forts et sur le long terme. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. En tout cas, moi je vous souhaite une magnifique continuation. Si ça résonne et que vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de me laisser des petites étoiles sur la plateforme où vous écoutez, c'est très précieux, ça aide, le partager, en parler. Et puis moi, je vous retrouve pour de futurs épisodes. Portez-vous bien, à très bientôt.